Alors, on passe au paragraphe 3.2. D'accord. Après la conservation du mouvement cinétique, la conservation de l'énergie mécanique. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois. Donc, c'est pas tellement la peine qu'on en reparle. Hein, mais enfin, voilà. Alors, je vais quand même le répéter. Les forces centrales, on a vu, donc, sont conservatives. Hein, simple fait que, quelle que soit la fonction petit f, l'énergie potentielle qui doit dépendre donc, des trois coordonnées d'espace, hein, du vecteur donc OM pour un point M, là on peut considérer plus un point géométrique, ne dépend donc de ce vecteur OM qui traverse sa norme. Donc ici, si je suis en coordonnées, donc si mon point M est sur le plan, hein, d'accord, ce OM ici, il vaut petit r. Donc en l'occurrence, le U, il va pouvoir s'exprimer en fonction du petit r polaire. Alors, donc ce UU, c'est l'énergie potentielle donc, associée à la force centrale. Alors cette force centrale, donc c'est écrit comme ça, je crois qu'on est habitué. Donc maintenant, ce OM ici, c'est R. Et je ne l'ai pas remis tout à fait à jour. Voilà. Et ici, voilà, le vecteur qui est là, c'est U indice R. D'accord. Donc voilà, donc notre force centrale, bon, ça exprime très simplement en polaire. Enfin, ça, on l'avait déjà vu dans le paragraphe précédent. Voilà, et on a montré hein, que U est tel que U' égale moins F, sachant que U', donc U est fonction de la norme de M ou de R ici, plus simplement. U' égale moins F. Voilà. L'énergie mécanique s'écrit alors, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Cette fois-ci, c'est U de R de T, parce qu'évidemment, c'est au cours du mouvement. Voilà, l'énergie mécanique, bien sûr, ça dépend, elle est constante, hein, donc voilà, ça ne dépend pas du temps. Donc ça fait 1 demi de mv carré plus U de R de T égale EM, voilà, égale une constante. Car donc le point matériel donc, n'est soumis qu'à une seule force conservative. Hein. Alors évidemment, si c'est bien le cas, bon, si on a par exemple des forces de poussée de réacteurs, etc., voilà, à ce moment-là, bon, l'énergie mécanique ne se conserve pas entre le moment où on est avant la poussée et après la poussée. Hein. Puisqu'on a une force supplémentaire. Donc, à ce moment-là, la variation d'énergie mécanique, c'est le travail des forces non conservatives, hein, comme on l'a déjà vu. Voilà, donc on obtient une troisième et dernière, en fait, ici, constante du mouvement. Hein, voilà, d'accord. Dont la valeur se calcule encore à partir des conditions initiales. Hein, ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc on a en fait un problème à 3 degrés de liberté avec 3 constantes du mouvement indépendantes. Donc en gros, on peut considérer qu'on a résolu le problème hein, d'un point de vue mécanique. Même si on n'arrive pas à avoir R de t égale une fonction simple, θt égale une fonction simple, hein, le problème est ce qu'on appelle intégrable. Alors, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'ici j'ai un problème non pas à 1 degré de liberté, un petit peu comme on avait jusqu'à présent en mécanique, on a un problème à 2 degrés de liberté, R et θ. Je répète, quand on a fait de la mécanique, on avait un solide en rotation plus un point matériel, on avait également ce type de problème. Donc j'en ai profité pour un petit peu introduire, en fait, vous introduire les méthodes que je vais développer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait On a ces deux constantes du mouvement, donc en fait, on va un petit peu on va éliminer en fait une variable entre les deux constantes du mouvement. Alors, on développe l'expression de l'énergie mécanique. D'accord. On est en polaire. Hein, voilà. On est en polaire. Donc, 1 demi de... voilà. Donc, notre vecteur vitesse qu'on a écrit tout à l'heure, c'est bien celui-là. D'accord. Plus U de R, qui est écrit là, pardon. L'énergie potentielle, alors ce serait U de R de T. Voilà. Pour être cohérent avec cette écriture qui est ici. Je le développe ici. Alors, attention, vous développez, hein. Ça fait R.UR au carré, donc ça fait R point carré, plus Rθ.Uθ au carré, ça fait bien θ point au carré, et ensuite, c'est le produit scalaire hein, des deux termes, voilà, donc le produit scalaire des deux termes, ça va faire 0, voilà, plus UR de T, voilà, donc ça me fait M sur 2 R point carré, je développe, plus M sur 2 R2 θ point carré, plus le U de R, bon, là de toute façon la dépendance en temps je ne l'ai pas noté, hein, bon, de R, bon, voilà, on sait qu'il dépend du temps. D'accord. Donc comme je dis, comme on l'a déjà fait en DM et en DS, hein, sur solide en rotation plus point matériel, on élimine θ point entre la deuxième constante du mouvement, donc celle qui est ici, d'accord, celle qui est ici, et la troisième, donc la conservation de l'énergie mécanique. Donc de la deuxième constante du mouvement,
R2 θ point égale C, je vais isoler θ point, ça fait C sur R2, et que je vais reporter dans l'expression de l'énergie mécanique. L'expression de l'énergie mécanique est là, donc ce θ point qui est ici, θ point qui est là, je vais le reporter là. Voilà, je le reporte ici, d'accord? Donc ça me donne, bon, le premier terme n'est pas changé, voilà, ici j'ai le m sur 2 R2, et le θ point carré, hein, c'est donc C sur R2 au carré, plus l'énergie potentielle de la force centrale. Voilà, donc ça me fait m sur 2 r point carré. Bon, je simplifie les R2 ici. M sur 2, donc C2 sur R2. D'accord? On a du R2 sur R4, plus toujours du R. Alors, donc on voit ici que voilà, ce terme-là ne dépend plus que de R. Voilà, donc on a un terme qui dépend de R et de θ point. Donc ici, ça ressemble un petit peu à l'énergie cinétique. Ça, bon, c'est pas l'énergie cinétique du point matériel, mais ça y ressemble un petit peu, d'accord? Et ça, c'est une fonction qui ne dépend que de R. Donc ce deuxième terme, entouré, je vais l'appeler l'énergie potentielle effective. Voilà, ça va m'arranger de poser ça. UF de R, donc c'est M sur 2, C2 sur R2, plus U de R. Donc pour le coup, là, ça ne dépend que de R. C'est-à-dire que là, je pourrais, évidemment, j'ai pas pour définir UF de R, enfin, R ne dépend pas du temps dans ce cas-là. D'accord? Donc c'est vraiment une fonction purement de R, donc de l'espace. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus, là, mon truc. Bon. Alors, de sorte qu'on va mettre donc l'énergie mécanique sous la forme de celle d'un point matériel en mouvement unidimensionnel. Ça va y ressembler, d'accord? Voilà, donc m sur 2 r point carré, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait donc sur le cours sur l'énergie, la deuxième partie. J'avais dit que ça fait 1,5 de mu θ point carré. Bon, ici, le θ, c'est R. Donc 1,5 de m r point carré, plus un terme qui ne dépend donc que du paramètre du mouvement, mais pas de sa dérivée, plus uf de R, donc de t. Voilà, là, ça dépend du temps. On peut alors appliquer les théorèmes sur le mouvement unidimensionnel vu dans le cours sur l'énergie. D'accord, encore une fois, c'est ce que je vous avais demandé de faire en DM et en DS. Sur les comment ça s'appelle, sur les solides en rotation plus poids matériel. Alors m sur 2 r point carré n'est pas l'énergie cinétique de m. L'énergie cinétique de m, c'est ça. D'accord, voilà, l'énergie cinétique de m, c'est ça, l'énergie cinétique de m. Donc en fait, il y a une partie de l'énergie cinétique que j'ai mis avec l'énergie potentielle. Voilà. C'est pas l'énergie cinétique, mais ça en partage la propriété extrêmement simple, c'est d'être positif ou nul. D'accord? Donc si j'isole ce 1,5 de mr point carré, ça me fait l'énergie mécanique moins le UF, d'accord? Moins le terme qui ne dépend que de R, voilà. Moins M sur 2, C2 sur R2, plus U de R, ok? Voilà, donc EM moins UF de R, et donc ça c'est forcément positif ou nul. Voilà, donc ce que je vais démontrer, c'est qu'au cours du mouvement, j'ai forcément UF de R de T qui est inférieur ou égal à EM. D'accord? UF de R de T forcément inférieur ou égal à EM de R. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Comme je dis, je laisse tomber la variable implicite, elle était juste implicite T. Et voilà, je considère simplement UF de R comme fonction de R, pas de R de T. Et l'ensemble des R tels que UF de R est inférieur à M, c'est la zone permise, puisque je vois que le R de T ne peut satisfaire que UF de R de T inférieur à M. D'accord? Donc l'ensemble des R tels que UF de R est inférieur à M, c'est la zone permise pour le mouvement radial de M, décrivant un mouvement d'énergie mécanique de valeur EM. D'accord? Et de même, l'ensemble des R tels que U effectif de R est strictement supérieur, ça c'est impossible. Le R de T ne peut pas satisfaire, donc ne peut pas appartenir à cet ensemble. D'accord? Voilà, donc l'ensemble des R tels que UF de R est strictement supérieur à M, c'est ce qu'on appelle la zone interdite pour le mouvement radial de M, décrivant un mouvement d'énergie mécanique de valeur EM. Donc on retrouve tout ça. Ok. Voilà, je répète, je vous avais demandé de faire des choses tout à fait semblables en DMDS sur les solides. Voilà, et comme bien sûr, c'était pas par hasard, parce que c'était, comme je répète, pour préparer un petit peu ça. Voilà, donc on a déjà ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace ce UM de R, ce UF, je vais pouvoir avoir des zones permises, des zones interdites pour R. Donc, j'aurai peut-être pas la trajectoire, je ne pourrais pas démontrer que c'est une ellipse, mais je pourrais quand même trouver les bornes.
Hein, je pourrais très bien me trouver le R min et le R max. D'accord? Donc, s'il y en a, s'il y a des bornes. D'accord? On voit déjà qu'on va pouvoir voilà, décrire, donner certaines propriétés du mouvement, même si on ne peut pas vraiment trouver l'équation de la trajectoire, hein, et encore moins la loi horaire. Hein. Mais voilà, une manière d'avancer un petit peu vers la réponse. Alors, bon, c'est déjà pas mal. Je vais arrêter la vidéo et en faire une autre.